On va s'arrêter donc sur ces inondations survenues à Valence, près de Valence, entre le 29 et le 30 octobre dernier, 230 morts au moins. Et ce qui a beaucoup marqué à ce moment-là, c'est que les inondations sont arrivées d'un coup. Jean-Pascal Van Ippersel, comment expliquer finalement cette soudaine montée des eaux ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont probablement en jeu, mais on peut déjà dire aujourd'hui que les changements climatiques ont contribué fortement à ce que les pluies soient aussi fortes. Et quand on a des pluies aussi intense que celle qu'on a vue à Valence, où en 8 heures, il est tombé à peu près autant de pluie qu'en un an, on a des inondations terribles comme celles que l'on a vues à Valence. Alors pourquoi est-ce que quand le climat se réchauffe, il y a des pluies plus intenses? Eh bien pour une raison assez simple, c'est que quand le climat se réchauffe, il y a plus d'évaporation à la surface de l'océan, donc plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et plus donc de possibilités, quand les conditions sont réunies pour que cette vapeur d'eau redevienne de la pluie, plus de possibilités donc que les quantités de pluie soient très très intenses. Alors ces inondations, on en parlait, elles ont provoqué un réel traumatisme au sein de la population locale. Sur place, néanmoins, les riverains tentent de se reconstruire à l'approche des fêtes de fin d'année. Voyez ce reportage TV5 Monde d'Henri Delaguérie et de Monouatine. C'est une ville en reconstruction à Sédavie où 11 personnes sont décédées et les rues ont été dégagées. Des ouvriers remettent en état des commerces ou des garages, mais on est encore très loin d'un retour à la normale. Tout va encore très mal. On n'a toujours aucun expert en assurance pour venir évaluer les dégâts et pour me permettre d'envoyer mes voitures à la casse. Je n'ai pas eu d'aide. Mais bon, c'est vrai que des gens ont reçu ces aides. Ils les donnent au compte-gouttes, certes, mais ils les donnent. L'armée est toujours présente et la plupart des magasins sont encore fermés. Les habitants continuent de se ravitailler dans ce local solidaire. Ça ne va pas réellement mieux. Ça s'est amélioré un peu, mais il reste tellement de travail. Il n'y a qu'un seul supermarché ouvert pour 4 villes. Noël approche, tu veux acheter des cadeaux, où tu vas ? Pourtant, les choses avancent. Il y a quelques semaines, le parking de cette zone commerciale était rempli de décombres. Tout a été évacué. Raphaël aussi commence à reconnaître son quartier. Le panorama a changé. Hier, ils ont lavé. Les rues ont donc un autre aspect. On commence à voir les habitants réparer leurs maisons. On a reçu l'aide des professionnels et l'armée est venue. Mais la garderie de sa fille reste fermée. Alors son épouse s'est installée avec elle à la campagne. Elles reviendront pour Noël. On a réussi à sauver le sapin de Noël. Quand la petite reviendra à la maison, elle aura un endroit où trouver les cadeaux pour Noël et pour les rois mages. Malgré la catastrophe qui s'est abattue sur Valence, les habitants tentent de relever la tête. Ce sont des fêtes de fin d'année très particulières ici, mais une tradition espagnole est respectée, celle de la loterie de Noël. Il s'agit du loto le plus populaire au monde. Dans ce bureau, on a vendu 2 fois plus de tickets que l'année dernière. Bien sûr que cette tradition ne disparaît pas, mais évidemment, en ce moment, on en a encore plus besoin. J'espère qu'on va gagner le gros lot. Avec tout ce qui nous est arrivé, ça pourrait au moins tomber ici, à Valence. Mais à Paiporta, épicentre des inondations, la tâche reste immense. La boue est encore là et les immeubles sont éventrés. Alors c'est un Noël très spécial qui se prépare. La ville a reçu des sapins et des décorations de toute l'Espagne. Ce soir, les enfants se plongent dans la magie de Noël. Tout, absolument tout se fait ici grâce à la solidarité des gens. La vie continue. Notre esprit a besoin de positivité, de confiance et d'espoir. Les dons permettront aux habitants de se retrouver le 24 décembre pour un grand dîner de Noël. Jean-Pascal Van Ippersel, on se retrouve. On a vu concrètement ces inondations en Espagne, mais ça se passe un peu partout. La réalité, c'est que tout le monde est concerné. Il y a cet effet papillon. Est-ce qu'au fond, le problème de fond, eh bien, c'est que ce n'est pas d'abord l'absence de solidarité internationale dans la méthode d'aborder ces questions ? Oui, et moi je voudrais pointer le fait qu'on a beaucoup parlé des inondations à Valence, mais on a très peu parlé de ce qui s'est passé au Tchad cette année, début juillet par exemple, où des inondations aussi dues à des pluies très violentes ont causé la mort de plus de 300 personnes, fait 1,5 million de sinistrés, détruit 300 000 hectares de culture, et donc il y a une inégalité aussi de traitement dans l'information. Il y a en fait beaucoup plus d'événements extrêmes qui
qui se passent et qui sont liées au dérèglement du climat que ce dont on parle dans les pays développés, là où les journalistes peuvent aller facilement, etc. Donc le climat est vraiment en train d'affecter l'ensemble des populations de la planète. Bien souvent, on le voit encore à Mayotte maintenant, en impactant particulièrement fort les plus pauvres, et ça donne parfois l'illusion aux moins pauvres qu'ils vont être à l'abri des conséquences des changements climatiques, mais en fait nous sommes tous sur le même bateau et nous devrions tous ensemble à la surface de cette planète faire beaucoup plus pour protéger le climat et nous prémunir de ces conséquences terribles. Jean-Pascal Van Liepersel, il risque d'y avoir de plus en plus de réfugiés climatiques qui tentent de rallier le nord de la planète. Est-ce qu'on peut encore renverser la donne et comment ? Alors, renverser tout à fait, ça devient très difficile, mais en tout cas, ce qui est clair, et le GIEC l'a dit au fil de ses rapports et répété nombre de fois, c'est que chaque fraction de degré de réchauffement que l'on peut éviter, et on a déjà gagné presque 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel, ce sont des dégâts en moins. Hein. Chaque fraction de degré de réchauffement que l'on peut éviter, ce sont des dégâts en moins. Alors comment éviter des fractions de degré ? Eh bien, c'est en sortant le plus vite possible de l'utilisation des combustibles fossiles. C'était un des messages clés de la COP 28 l'an dernier à Dubaï. Il faut quitter l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz le plus vite possible. Il faut arrêter la déforestation le plus vite possible aussi, parce que c'est aussi une source du CO2 qui contribue à dérégler le climat. Et si on fait ça, tous ensemble, eh bien, on va au moins ralentir le dérèglement qui cause tous ces problèmes. Donc pour vous, le charbon, enfin les énergies fossiles, c'est la priorité, c'est le première mesure à prendre qui aurait un vrai impact direct pour lutter contre cette dégradation du climat et de l'environnement ? Oui, et en même temps, il faut aussi travailler sur le volet adaptation à la partie des changements climatiques qui est déjà là, avec les événements extrêmes qui se multiplient et dont on voit déjà aujourd'hui les conséquences, vous en avez parlé. Et là, ça demande des décisions en matière d'urbanisme, ça demande le courage de ne pas reconstruire de la même manière trop près du lit des rivières, par exemple, ou de construire de manière plus solide, de manière à résister aux vents très violents des cyclones tropicaux qui deviennent aussi plus violents avec le dérèglement du climat. Donc il y a des choses à faire du côté de la prévention, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, sortir des combustibles fossiles, arrêter la déforestation, mais il faut aussi en parallèle et en même temps accroître la résilience, la résistance de nos sociétés, de nos économies par rapport aux événements extrêmes en particulier. Dans l'actualité, il y a également l'archipel de Mayotte dévasté samedi à cause du cyclone Chido. Est-ce qu'on peut relier les dégâts de l'ouragan aux questions de climat ou de réchauffement climatique ? Oui, parce que malheureusement, le réchauffement du climat s'accompagne aussi, notamment parce que la surface des océans devient plus chaude en bien des endroits, et c'est cette chaleur qui alimente la force des cyclones tropicaux. Et donc, bien des cyclones tropicaux deviennent plus puissants et ont une puissance destructrice plus grande. Et en parallèle, je parlais de la résilience et de l'adaptation il y a un instant, il est très important de voir comment, à Mayotte et dans tous les endroits vulnérables, on peut rendre l'habitat, en particulier les infrastructures, plus solides pour mieux résister à ce type d'événement. Jean-Pascal Van Liepersel, il y a eu 3 COP cette année. Il y a eu la COP 16, biodiversité à Cali, la COP 29 en Azerbaïdjan, à Bakou. Il y a eu même un traité international sur le plastique avec des bilans plutôt mitigés et même décevants pour de nombreux observateurs. Est-ce que tous ces événements-là servent encore à grand-chose ? Alors, ces événements ne suffisent clairement pas. Et le traité sur le plastique, il n'est pas encore là, il n'a pas encore été conclu. Et les résultats de la COP 29 sur le climat à Bakou sont, disons, mitigés, pour ne pas dire plus. Mais le côté à moitié plein du verre, tout de même, c'est que s'il n'y avait pas ces COP et ces traités internationaux, ces efforts, la situation serait encore pire. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire trop vite,
dites, toutes ces COP ne servent à rien. Non, elles servent très largement, mais il faudrait faire beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et puis, les COP, ce sont des réunions internationales, mais c'est dans les pays, c'est sur le terrain, c'est avec les acteurs économiques, avec les citoyens, avec les associations que le travail doit être fait pour réduire les émissions, accroître la résilience, diminuer la pollution par le plastique, etc. Et donc, tout ne dépend pas que des COP. Selon les prévisions de Swiss Re, qui est une sorte d'assureur, pour les assureurs, les catastrophes naturelles ont grimpé cette année de 6% par rapport à 2023 et ça se traduit par une potentielle perte de 310 milliards de dollars cette année dans le monde. Comment expliquer que le coût de ces catastrophes ne soit pas un levier suffisamment convaincant pour faire bouger les lignes ? C'est vrai que bon, moi je travaille sur les changements climatiques depuis plus de 40 ans et c'est parfois c'est souvent très frustrant de voir la lenteur de l'action, le court-termisme de tant de décideurs politiques qui ne se rendent pas compte que investir dans la protection du climat, l'accroissement de la résilience, l'adaptation au changement climatique, l'arrêt de la déforestation, mais ça permet de faire beaucoup d'économies plus tard parce qu'on aura moins de dégâts à payer. Et malheureusement, les dégâts ne sont pas qu'en argent. Hein. Ce sont aussi des vies humaines qui sont perdues, qui sont fracassées. Et donc, investir dans l'environnement, dans la protection du climat, c'est quelque chose qui pourrait être très porteur si on voulait bien s'en rendre compte. Le climatologue Jean-Pascal Van Ypersel était notre invité en visioconférence, ancien vice-président du GIEC. Et vous avez aussi fondé cette plateforme wallonne pour le GIEC. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup Jean-Pascal Van Ypersel.